Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils des doux. Et si on considérait que l'économie sociale et solidaire, c'est celle de demain, et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Després, je suis la directrice associée de Care News et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies, celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux, ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blues. Ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs. Ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maud, Sylvain. Et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions, d'en changer la norme. Eva Sadoun est jeune, c'est une femme qui bosse dans la tech, dans la finance et elle est entrepreneur. Je n'aime pas trop les étiquettes, mais Eva rit elle-même de tous ces qualificatifs qui vont à l'encontre des idées reçues. Il y a 5 ans, elle a cofondé Lita.co, anciennement 1000 et Impact, qui propose aux particuliers de prendre des parts dans des entreprises à mission. Des entreprises qui affichent toute l'ambition, certes d'être rentables, mais surtout d'avoir un impact positif sur la société ou sur l'environnement. Elle a accompagné 10 millions d'euros chez les particuliers, alors que 80% n'avaient jamais investi auparavant. À côté, avec son équipe, elle a également accompagné 10 millions d'euros d'investissement chez les institutionnels. Très mobilisée dans le mouvement de la tech for good et de l'entrepreneuriat social et solidaire, vous avez déjà peut-être aperçu Eva à la télé ou bien vous l'avez entendue à la radio. C'était pour parler bien sûr de Lita.co, mais aussi de sens, d'impact. Quand on voit la multiplication des offres de finances responsables, on comprend que les choses, et c'est galvaudé de le dire, sont en train de changer. Même si le terrain de jeu est immense, il faut un début. Et entendre Eva, qui n'a pas sa langue dans sa poche, parler politique, économie et finances, c'est une piste. Bonjour Eva. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très très bien, et toi ? Bah écoute, radieusement. Radieusement. Non, beau soleil, tout va bien. Nous allons parler de Lita.co, la vie est belle. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est Lita.co ? Alors Lita.co, c'est un groupe qui veut utiliser la finance pour répondre aux gros enjeux du développement durable et qui veut surtout combattre le phénomène de financiarisation de l'économie et utiliser les outils financiers pour le bien commun. C'est pourquoi on a développé plusieurs plateformes, une plateforme française, une plateforme italienne, une plateforme belge qui permet au grand public d'investir en ligne dans des entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. On a aussi lancé des plateformes qui permettent d'adresser des enjeux spécifiques, comme par exemple Solifab.fr avec la Fondation Abbé Pierre, ou LSC.lita.co qui est une plateforme d'accompagnement des réfugiés. Et on lance en fait d'autres types de produits financiers, des réseaux d'investisseurs, des fonds, toujours avec cet objectif de financer des entreprises de l'économie réelle qui ont un impact fort sur la société. D'accord, donc la partie qu'on voit de l'iceberg, c'est quand même la plateforme où moi, en tant que particulier, je peux venir investir dans une entreprise. Tout à fait. Et il y a combien de projets en ce moment, par exemple, sur la plateforme ? En ce moment, vous devez en avoir une vingtaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont bien répartis entre différents types de projets, entre de la Startup for Good, par exemple, avec des logiques de développement de produits technologiques pour répondre au bien commun, ou des entreprises dans les énergies renouvelables, dans l'immobilier, des PME, plus de l'économie sociale et solidaire, plus matures, où là, effectivement, les risques sont plus limités, que dans des projets liés à l'agriculture également, que même dans des plus petites entreprises, plus près de chez moi, avec des logiques vraiment d'ancrage territorial fort. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est de proposer tout un panel d'entreprises, mais toujours avec cette ligne de mire qui est l'impact social ou environnemental positif. Il y a combien d'investisseurs, parce que chaque particulier a un investisseur, qui ont investi pour l'instant ? On a 7000 particuliers qui ont vraiment passé le pas de l'investissement en ligne sur Lita.co et une centaine, à peu près 150 investisseurs institutionnels, donc family office, fonds, réseau de conseils de gestion de patrimoine, etc. C'est quoi le modèle économique de Lita.co ? Alors Lita.co, nous, on prélève une commission sur l'ensemble des encours qu'on lève sur la plateforme. C'est essentiellement le modèle et aussi un peu des frais sur l'accompagnement des projets qu'on peut fournir, stratégiques notamment dans le cadre d'une levée de fonds. On va accompagner le projet à structurer sa stratégie financière sur 5 à 10 ans, que dans le cas d'accompagnement sur des opérations, par exemple de M&A, de fusion-acquisition. On va pouvoir accompagner ces entreprises de l'économie sociale à identifier des entreprises avec lesquelles elles voudraient créer des partenariats ou à même lancer des opérations multiples pour pouvoir se structurer et changer d'échelle.
J'ai lu quelque part que 80% des gens qui investissaient sur Lita.co n'avaient pas investi auparavant. Comment est-ce qu'on les convainc, ces personnes, de venir investir sur des projets durables, solidaires, éthiques ? Ça vient quand même d'une intention qu'ils ont de répondre avec leur épargne à des problématiques sociétales ou en tout cas de vraies oppositions à la manière dont fonctionne leur structure, leur intermédiaire financier. On adresse déjà cette problématique donc en leur proposant une solution simple, concrète, qui répond vraiment à leurs valeurs parce que le souci de l'impact investing et cette thématique de l'investissement au service du bien commun, c'est qu'elle a tendance parfois à être un peu trop industrialisée, porter une vision unique quand finalement l'investissement de valeur, l'investissement d'impact, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc en fait, l'approche de l'ITA de vraiment adresser les investissements par typologie de projet, c'est même plus pertinent pour un particulier parce que on n'a pas le même rapport à l'écologie ou à l'insertion, etc., qu'on soit une personne ou une autre. Donc on essaie vraiment de s'adapter à cette volonté. On va cibler ces investisseurs par rapport à leur volonté d'impact et également leur typologie de patrimoine. On va leur demander vraiment quels sont les combats qu'ils mènent au quotidien ou les problématiques sociales et environnementales qui sont problématiques pour eux. Également, on va analyser un peu leur patrimoine et leur proposer derrière un panel d'entreprises qui répond vraiment à leurs besoins. Mais ça rapporte quand même d'investir dans l'ESS. On le fait pas que par appétence. Il y a aussi des grands groupes, etc. C'est qu'il doit y avoir un certain rendement tout de même. Tout à fait. Ça dépend vraiment des projets. On a décidé de ne pas être dogmatique. Ça veut dire de prendre une seule catégorie de projets. Donc les startups qui ont une volonté d'hypercroissance ou des projets plus locaux, plus résilients ou de l'immobilier. On a vraiment décidé d'adresser tous les problèmes. Et effectivement, quand on va être sur de la start-up, on va prendre plus de risques parce que c'est l'investissement dans l'innovation, mais c'est les mêmes risques qu'on aurait pris sur une start-up plus classique. Il n'y a pas forcément plus de risques dans les entreprises d'impact et on voit même qu'elles sont plus résilientes dans le temps. Et il y a aussi des produits qui sont moins risqués et là plus rentables. Comme par exemple, on a proposé des obligations, donc c'est une sorte de prêt dans de la construction bois où avec une logique d'insertion des réfugiés pendant le processus. Et là, les gens généraient quand même 7% de rentabilité par an. Donc ça dépend vraiment des projets. Dans l'impact, il y a vraiment de tout. Il y a du plus impact first, plus finance first, etc. Il faut un peu jauger par rapport aux valeurs et aux besoins d'investissement qu'on a. Quel intérêt, à part de choisir spécifiquement un projet, ou est-ce qu'il y a des portefeuilles tout faits ? Parce que quel intérêt on a d'aller directement sur Lita.co au lieu de faire une offre de finances durables comme le proposent les banques ou les assurances ou les divers fonds ? C'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, les fonds sont pas accessibles au grand public. Donc, il faut avoir un ticket d'investissement assez élevé pour investir dans un fonds, entre 100 et 200 000 euros. Donc, ça, c'est la première problématique. Et les fonds sont un peu ce qui ressemble le plus à Lita.co parce qu'on a un portefeuille d'entreprise qui investit en direct. Alors que les produits bancaires, quand on parle du livret, de l'assurance vie, etc., c'est tellement indirect, tellement opaque, qu'on a très peu de visibilité sur ce qui est fait derrière. Et aujourd'hui, les produits tout packagés, finalement, n'apportent pas cette proposition de valeur que d'investir vraiment dans l'impact. Donc déjà, c'est par nécessité pure d'avoir un produit d'impact qu'on a créé Lita. Et ensuite, c'est vrai que les gens ont envie de se constituer leur portefeuille eux-mêmes. On a beaucoup de gens de grande fortune qui vont plutôt passer par Lita plutôt que de mettre dans un fonds parce qu'ils ont envie de se construire leur portefeuille et effectivement leur package, un type de portefeuille par rapport à leur appétence. Est-ce qu'ils ont un suivi du projet une fois qu'ils ont investi, autre que le rapport annuel, par exemple ? Oui, en fait, tous les 3 mois à peu près, on va évaluer l'impact, on va évaluer la performance financière du projet et donner aussi des nouvelles. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur leur profil, sur leur plateforme, eux, ils retrouvent l'ensemble de leur participation. Et on a décidé de séquencer par objectif du développement durable. Et sur chaque objectif du développement durable, ils ont une vision de l'impact qui a été généré par leur portefeuille. Ils ont aussi une vision de répartition de leur portefeuille par rentabilité, par type de produit financier, etc. Et toute cette data visualisation, est réévaluée dans le temps. On essaie de le faire à minima tous les 6 mois et au mieux tous les 3 mois. Pour revenir sur la question de la finance responsable, il y a beaucoup d'offres qui sortent ou qui sont brandées green dans le mouvement de la consommation responsable. Comment est-ce qu'avec ton regard de financière, tu vois toi cette multiplication des offres ? Alors elle est positive parce qu'elle permet de vraiment faire réaliser au marché que l'impact c'est vraiment la finance d'avenir. Après, la problématique, c'est souvent l'appellation et le branding qu'il y a autour de ces offres-là qui va rendre peut-être complexe dans le cas où toutes ces offres vont sortir de partout, la compréhension pour le particulier et sa capacité à vraiment distinguer une offre vraiment impact d'une offre qui ne l'est pas. Donc les gestionnaires vont devoir faire preuve de beaucoup de transparence, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit émerger beaucoup de labels qui permet aussi de s'y retrouver. Donc le label ISR qui est porté par l'État notamment, qui analyse les investissements socialement responsables, qui s'apprécie parce qu'il donne une vision commune, sauf qu'après, il n'est pas extrêmement restrictif.
Voilà, on a des familles de l'investissement socialement responsable qui sont beaucoup plus dures sur les critères que le label ISR, mais c'est quand même une très bonne base. Et puis on a le label Finansol qui lui va certifier qu'un produit va financer de l'économie sociale et solidaire et écologique. Il va donner cet agrément-là. Et là aujourd'hui, le Finansol est le seul label qui labellise les produits financiers d'impact. Pour revenir sur le cœur de l'ITA, vous êtes combien de salariés aujourd'hui ? Une 30, 35 à peu près. Dans 4 pays ? 3 pays. 3 pays, j'en ai rajouté un. J'en ai fait Mais il y a gagner Marseille un en plus, donc c'est pour ça peut-être. Voilà, c'est le sud. Moi, je suis fille du nord, donc tout ce qui se trouve, voilà. Au sud de Paris, c'est le sud. Vous avez levé des fonds ? Ouais. Plusieurs fois ? 2 fois, ouais. 2 fois. Ouais. Comment est-ce que... Parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Donc, comment est-ce qu'on parle c'est des investisseurs responsables ou normaux, tu vas nous le dire, mais comment est-ce qu'on convainc les gens, parce que c'est un métier, c'est une plateforme nouvelle et très innovante, que ça va marcher et en aussi peu de temps, parce que ça a 4 ou 5 ans, je crois, l'ITA Banco. Nous, on a une vraie vision d'impact depuis le début. Je pense qu'on voit au-delà de notre produit, c'est certain. Et d'ailleurs, en ce moment, on est dans un processus d'aller encore plus loin et de développer une néobanque impact. Donc, on est clairement on a une vision très, très précise de ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment aucun acteur qui s'était positionné sur ce secteur-là, sur l'investissement en direct. On a su aussi avancer pas à pas et montrer qu'on avait une bonne gestion de notre entreprise, qu'on avait une très bonne vision. Donc, on allait les voir très tôt, en fait, les fonds. Quand on allait les voir, on n'avait même pas 1 an. Ils nous ont un peu challengé en nous disant que l'investissement direct dans des entreprises sociales, ça intéresse personne. Les Français, ils savent pas investir. C'est un truc pour les institutionnels, pour les professionnels. On leur a montré que non. Qu'en 6 mois, on avait collecté 1 million d'euros pour financer nos premiers projets sans réseau, que à partir de la foule et de son engouement. Et devant une preuve de concept pareil, un fonds ne peut pas reculer, quoi. Donc, ils ont tout de suite été hyper intéressés et surtout qu'il y avait beaucoup de synergie aussi avec ces fonds d'impact avec lesquels on a travaillé au début, qui sont Inco et Fitrust essentiellement. Un peu Mirova, un peu la Banque publique d'investissement et quelques business angels. Mais voilà, pour eux, ça avait beaucoup de sens aussi en termes de synergie d'activité parce que c'est finalement leur activité, sauf que nous, on l'a fait auprès de citoyens et sur le digital. Sur la nouveauté, parce que Eva, tu cumules quand même beaucoup de spécificités. Entrepreneur, jeune, t'es primo-entrepreneur. Ouais. Non, si t'as travaillé un petit peu avant, mais c'est assez rapidement, très léger. Dans la finance, dans la fintech, dans la tech for good. Donc voilà, tu cumules. Voilà, donc tu peux intervenir sur presque toutes les tables rondes du secteur. En fait, book tous les soirs, c'est bon. Est-ce que c'est voulu? Il y a des choses que t'as pas choisies, mais est-ce que c'est un secteur, tu trouves, où il faut quand même incarner son projet et quelque part se ranger aussi sous des étiquettes pour faire front selon fintech, femme, entrepreneur? Alors, je suis née femme, donc je suis navrée. Donc déjà ça, je l'ai pas choisi. Par contre, ce que j'ai choisi, c'est d'aller dans un secteur compliqué. Par rapport à mon profil d'entrepreneur, ça c'est certain. Donc le secteur financier, c'était le secteur le plus compliqué à challenger. C'est pour ça qu'on y allait. On a voulu mettre de la tech parce qu'on trouvait aussi que la tech n'était pas suffisamment utilisée au service du bien commun et on était un peu scandalisés par le développement des outils et la sacralisation des outils techniques. Alors que le sujet, c'est peut-être ce qu'on en fait de cette technologie. On a l'impression que la technologie, la nouvelle technologie, c'est un peu la technique des années 30, la révolution industrielle. Enfin voilà, on a remplacé les machines par les algorithmes. Et le dernier sujet qui est vraiment l'entrepreneuriat social, ça c'est dans mes racines, entre guillemets, depuis longtemps. Moi, j'ai toujours, en fait, voulu, à la base, faire de la politique, et plus que de l'entrepreneuriat, sauf que je me suis fait recaler à l'entrée de Normale Sup, et je me suis fait accueillir bras ouverts par une école de commerce, donc ils m'ont fait découvrir un nouveau moyen d'action. Donc, clairement, moi, je pense qu'il faut incarner son projet, peut-être que je le fais aussi parce que j'avais cette volonté personnelle de porter un combat, mais concrètement, quand on porte une vision aussi disruptif que nous on a chez l'ITA, de transformation du secteur financier et technologique, comme tu le dis, économique, etc. On est obligé d'incarner ce qu'on fait et de fédérer autour d'une vision, d'une équipe aussi bien sûr et d'un projet. Mais en fait, finalement, nos KPI d'activité sont assez faibles quand on les regarde, si on les compare aux plus grosses entreprises du secteur des tech. Mais par contre, notre vision, elle est immense et c'est ça qui fédère, c'est ça qui donne envie aux gens d'avancer ensemble, quoi. Tu veux dire que ton chiffre d'affaires ou ton nombre de clients pour l'instant est petit par rapport à des équivalents sans impact ? Ouais. C'est pour bien reformuler et que du coup, vous, en revanche, vous avez la vision impact, puis vous êtes jeune aussi, donc vous avez le temps de voir venir, de voir venir. Mais si on parle un peu de chiffres justement, est-ce que tu prends la même commission qu'une plateforme d'investissement normale ? On va avoir des tarifs
un peu équivalent, je pense, un peu plus faible, mais par contre un accompagnement et un service qui n'a rien à voir. Quand une plateforme de crowdfunding simple, allez, on va prendre un exemple, la KissKissBankBank ou même de crowd equity. Là, il y a 8%. Ouais, on est à 8%. Ouais. Nous, finalement, on est à 5%. Alors qu'on a un vrai service d'accompagnement à la levée de fonds, on est sur des encours beaucoup plus élevés, on accompagne en termes de stratégie financière, etc. Donc on va vraiment beaucoup plus rendre qualitatif notre service plutôt que dans des logiques de casser les prix. Après, pour ce service-là, normalement d'accompagnement stratégique, effectivement, les tarifs seraient beaucoup plus élevés, sauf que en fait, les acteurs concurrents ne proposent pas ce type de service. Donc en fait, ce qui fait de nous une entreprise sociale, c'est qu'on va vraiment essayer d'emmener au plus loin le projet d'impact et pas se limiter à ce qui va nous permettre de générer de la marge. Parce que si c'était ça, on ferait que des levées de fonds, on ferait pas de service à l'accompagnement en amont, on participerait pas au comité stratégique, on mettrait pas en place des stratégies de communication performantes autour du projet, on se limiterait à la levée en crowd et basta, quoi. Et non, nous, on a une vision vraiment beaucoup plus qualitative de ce qu'on peut faire et des services qu'on peut apporter aux entreprises sociales, quoi. Et il te faut combien de projets pour être à l'équilibre? Parce que les plateformes de levée ou de récolte ou de prêt, de tout ce que tu veux, de flux d'argent, disons, ouais. Comme la commission, c'est pas très gros, il faut quand même un certain nombre de projets pour arriver à gagner sa croûte et à payer tous ces salariés. C'est quoi votre chiffre idéal? Vers quoi vous aimeriez bien aller? Bah, nous, on est à l'équipe cette année, si tout va bien. Ok. Sur le niveau de non, si tout va bien. Donc, mais pour l'instant, on suit nos objectifs de l'année, donc on est hyper contents sur les 3 pays, etc. Donc, c'est un vrai, c'est parce qu'on a aussi cette diversification de typologie d'activité, hein. On n'est pas que sur du crowd equity et on pense pas qu'on peut faire un business rentable sur que du crowd equity, très honnêtement. Que ça. C'est-à-dire que de la levée de fonds en ligne. Il faut aller plus loin en termes de services. Et voilà, j'ai un peu oublié la question. Non, c'était à combien de projets t'es rentable si tu prends une com de 5%. Ouais, franchement, c'est compliqué à dire vu que nous, notre activité, elle se diversifie. En tout cas, on a réussi à équilibrer comme ça. On espère vraiment cette année, quoi. Au bout de 4 ans d'activité. Et sur chacune des filiales en crowd equity pure, à la rigueur, eux, il leur faut 2 ans et demi pour équilibrer leur modèle. À peu près une 20aine de projets. Je reviens sur le côté entrepreneuriat social. Est-ce que tu as eu des mentors dans le secteur? On va pas dire que j'ai eu des mentors, mais il y a des gens qui m'ont inspiré beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, un des premiers projets qu'on a financé, c'était Éthique foncièrement responsable, qui était monté par Cécile Calo-Selva, qui est une entrepreneure sociale, qui m'a très honnêtement beaucoup inspirée parce que je voyais déjà pas de femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat social, bizarrement, alors qu'on porte des valeurs d'équité forte, de diversité. Et si on regarde à la tête des grosses entreprises de l'ESS, ça fait, voilà, pas extrêmement diversifié à tous les niveaux et qui était vraiment, je trouvais une nana qui avait une vision hyper claire, qui était hyper respectée, qui avait une vision hyper professionnelle et qui était dans un secteur complexe, dans l'immobilier. Et ça m'a fait kiffer parce que j'en avais un petit peu marre de voir que des nanas bossaient dans des secteurs de nanas. Donc c'était assez inspirant. Après, moi, très honnêtement, j'ai découvert l'entrepreneuriat social un peu comme tout le monde avec Mohamed Younous quand j'avais 20 ans, qui pour moi était la première personne qui m'a fait prendre conscience que l'économie pouvait être un moyen d'action encore plus fort que le politique ou de la mobilisation citoyenne. Et il fait prendre conscience des impacts économiques forts. Et après, moi, je suis un peu une geek de la finance. Enfin, voilà, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, tous les travaux de Thierry Philippona chez Finance Watch, qui est un peu le Greenpeace de la finance, qui allait un peu détecter les problématiques et faire des opérations un peu coup de poing, mais dans le secteur financier. C'est aussi lui qui m'a principalement inspiré pour travailler dans le secteur financier. Ouais. En ton nom, au nom de Lita.co, t'es dans beaucoup de boards, de conseils, tu prends souvent la parole. Donc au-delà de incarner son projet, c'est pour porter le message de l'ESS dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il faut pour faire changer les choses selon toi ? Pour que l'ESS, ça devienne une norme, c'est le titre de l'émission, changer la norme. Okay. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne une économie comme une autre ? Alors déjà, il faut arrêter de se représenter soi-même comme faisant partie d'une autre forme d'économie. Nous, quand je nous présente plutôt comme des entrepreneurs pragmatiques que comme des entrepreneurs utopistes. Je pense très honnêtement que on construira les entreprises sociales qui seront résilientes demain, et on voit bien avec les mouvements actuels ce que ça fait en fait de laisser les gens de côté et de pas les intégrer dans un circuit qui soit politique ou économique. Donc déjà, c'est déjà une posture personnelle. Et après, il faut vraiment aller porter nos sujets au niveau de l'État. Et il faut qu'il y ait un gouvernement politique qui partage cette vision-là.
tant qu'en fait on n'aura pas un gouvernement politique pour lequel son programme économique ce sera un programme d'économie durable, et ce sera ça le titre de son programme économique, très honnêtement, on nous mettra toujours des bâtons dans les roues. Par exemple, c'est un exemple qui est dans le secteur financier et qui est présent un peu partout, c'est qu'on fait pas la distinction entre l'économie classique et l'économie durable au niveau de la réglementation et du cadre, en fait. Typiquement, dans la finance solidaire, on est soumis aux mêmes contraintes que la finance classique. Oui. Quand la raison pour laquelle la finance classique, si elle est soumise à autant de contraintes, c'est à cause des crises économiques, à cause de la spéculation sur les marchés, à cause d'avoir forcé les gens à s'endetter, etc., à toutes les dérives finalement, qui sont à l'encontre totale du programme de finance solidaire. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une appréciation vraiment des politiques et des régulateurs sur le fait que cette économie, elle n'a pas qu'un sens économique, mais elle a aussi un sens vraiment sociétal et qu'ils en ont besoin, et c'est une vraie réponse au malaise actuel et global. Et une question que je pose souvent, c'est, donc là c'est économique, mais c'est là je m'adresse à l'entrepreneur, ouais. Parce que vous êtes labellisé ESUS, ouais. Voilà, vous avez donc l'attirail, les médailles habituelles, mais est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir certains avantages quand tu te contrains à de l'ESUS, à du Bicorp, à du Finansol, à ce que tu veux? Ah, mais bien sûr. Et c'est pour ça que quand je disais qu'il faut qu'il y ait une réglementation spécifique, je donnais l'exemple de la finance, mais on va prendre l'exemple, par exemple, de l'entreprise qui est effectivement plus accessible. Effectivement, aujourd'hui, on a un agrément, mais qui nous sert à nous rendre visibles comme étant des entreprises vraiment d'utilité sociale, notamment d'être légitimes auprès du secteur associatif et de l'ESS. Donc ça, c'est très bien pour notre légitimité. C'est bien aussi pour notre collecte de fonds auprès notamment des collecteurs d'épargne salariale ou d'autres, parce que le label ESUS nous permet d'avoir accès à certains fonds. Par contre, c'est pas suffisant du tout, quoi. Parce que les contraintes qu'on s'impose concrètement en termes de répartition des richesses, d'adhésion des parties prenantes, d'utilité sociale, etc., de réponse aux problématiques de l'État-providence, elles sont énormes et on devrait être privilégié au niveau des appels publics des collectivités, notamment des appels d'offres, au niveau fiscal, parce qu'on est aussi une économie qui est souveraine, qui est ancrée sur les territoires. Donc nous, on paye nos impôts ici, tous les gens les embauchent en France, et clairement, il ferait beaucoup d'économies. Et quand j'entends Bruno Le Maire s'exprimer sur la souveraineté de l'économie et le besoin qu'on a de souveraineté en Europe, il parle jamais d'entreprise sociale. Et je trouve ça dingue. Il parle de souveraineté technologique, alors que finalement, l'entreprise sociale, c'est un modèle justement qui va nous permettre d'avoir plus de souveraineté et d'être moins dépendant des économies extérieures. Tu es entrepreneur social et militante. Oui. Si ça ne s'était pas remarqué encore. si vous ne connaissez pas Eva, voilà, vous n'allez pas être déçus. Donc là, je t'ai demandé qui t'inspirait, mais je sais que toi, tu au-delà de prendre la parole, tu mentors aussi. Est-ce que tu trouves que c'est un secteur où il y a particulièrement de transmission, ou est-ce qu'au contraire, tu milites pour qu'il y en ait plus? Alors, on mériterait à en faire plus, c'est clair. Après, je nous trouve quand même... j'ai parfois mis le nez dans l'économie classique, et c'est vrai que on se rend compte en fait du niveau de collaboration qu'il y a. Et même si on travaille sur des secteurs concurrentiels, on se tire pas la bourre, on bosse ensemble, on développe des projets communs, on développe des JV, des partenariats, ce qui est beaucoup moins le cas dans l'économie classique. Et c'est pour ça que je suis très contente de faire partie de cette famille de l'ESS. Même s'il y a d'autres choses à revoir et que je pense qu'on pourrait faire encore plus, on est clairement différent de l'économie classique là-dessus. Ouais, après, je pense, mais qu'on a un travers, c'est que c'est un secteur où il y a quand même une multiplication d'étiquettes aussi. C'est vrai que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a les labels, donc c'est des contraintes, on remplit des questionnaires, etc. Après, t'as quand même beaucoup de syndicats ou de chapelles. Quand je te disais que tu rentrais dans toutes les cases, c'est aussi que ça prend du temps et en fait, je trouve que proportionnellement, par rapport à la taille du secteur, il est finalement très syndiqué. Ouais, clairement. C'est dommage. C'est un peu un de nos problèmes aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce soit au niveau du MOVE ou au niveau de toutes les organisations de l'économie sociale, c'est vraiment une réflexion qui est en cours. Hein. Concrètement, est-ce qu'on continue à se disperser, à faire les erreurs de la gauche pour pas faire une mauvaise comparaison, ou est-ce qu'on travaille ensemble pour être plus fort, et parce que le MEDEF, ils sont unis, eux. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ce serait un petit peu con que nous, on ne le soit pas. Quoi. L'anti-MEDEF. Voilà. Est-ce que tu aurais refusé, en parlant de ça, des investisseurs? Ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des propositions de rachat? Donc, je te demande pas un gros scoop, mais est-ce que tu as des grands groupes qui t'approchent et où tu te dis c'est bien parce qu'on pourrait changer les choses de l'intérieur? Ou est-ce que tu veux toujours rester indépendant et... Moi, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans le projet. Donc, d'aller sur cette néobanque Impact. Et très honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit possible aujourd'hui au sein d'une grande institution. Donc oui, il y a des acteurs qui nous approchent, oui, on a tenté des partenariats, on a tenté des choses. Je dirais pas que ce sera de l'indépendance pure vers laquelle on va aujourd'hui, mais c'est plutôt vers des collaborations assez fortes, mais pas non plus sur du rachat tel qu'on l'entend, de l'intégration. Parce que dans tous les cas, si les banques n'arrivent pas à le faire aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles ont pas l'idée. Hein. C'est parce qu'aussi en termes de process actuels par rapport à leur structuration et leur gouvernance, c'est clairement impossible.
On va finir cette grosse vingtaine de minutes avec des petites questions. Est-ce que tu es prête ? Lala. Il faut répondre rapidement, tu vas voir, c'est facile. Quelle est la raison d'être de Lita.co ? Sa raison d'être, c'est de proposer un système financier qui répond aux problématiques sociétales et environnementales de notre temps. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre ? Bruno Le Maire, qui soit pro-souveraineté de l'économie durable et économie durable comme un moyen de souveraineté. S'il nous écoute. La taxe que tu aimerais inventer ? J'aimerais inventer la taxe écologique et la taxe sociale quand on détruit des emplois sur un territoire. Clairement, moi, je crois à un système régulé. Malheureusement, j'aimerais bien que l'initiative personnelle soit suffisante, mais je pense qu'il faut réguler le système. La patronne ou le patron du CAC 40 que tu pourrais être ? Alors pas que je pourrais être, mais j'aimerais bien le remplacer pendant 1 an pour pouvoir un peu foutre le bordel. Donc la finance, on essaie déjà de le faire à travers l'ITA, mais j'irais bien à la tête d'Areva pour juste voir comment on fait pour pas prendre les pires décisions écologiques et sociales de notre temps en ce moment, quoi. Donc prenez garde. Voilà, je débarque chez Areva. La somme pour laquelle tu tairais un scandale politique. Personne ne m'achète, vous devriez le savoir. Merci Eva. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.